Radio. Royal FM. Royal FM. Royal FM 88.4. 88.4. Il est 21h sur Royal FM. Le Point littéraire, une émission préparée et présentée par Jean-Jacques Foucault. Cette édition, nous prenons la machine à remonter le temps. Destination fin de l'année 2019 et entièrement de l'année 2020. L'humanité tout entière fait face à une pandémie inédite qui va venir bousculer l'ordre normal des choses, quelque peu freiner la dynamique de croissance dans des pays très développés et même ceux qui cherchent encore leur marque. Les acquis scientifiques dans le domaine médical sont remis en cause. Le monde fait face à l'inconnu, un ennemi invisible qui d'ailleurs jusqu'à date captive les attentions. Certes, le combat a changé de terrain, mais la pandémie à Covid-19 reste un sujet d'actualité préoccupant. L'heure est à la guerre commerciale des vaccins, vente et répartition équitable. Et il faut réduire la progression du mal qui a déjà engouffré 2 271 262 morts à travers le monde, pour 104 501 666 cas déclarés en tout et pour tout dans le monde. Avec l'étape de la réaction, celle actuelle, on est passé par l'effet de surprise, le déni puis la prise de conscience. Le monde à tâtons a tenté de trouver solution. Les scientifiques se sont opposés au sujet de la recette miracle. Il y a eu rejet des responsabilités entre des pays de puissance avérée. Les hommes, plus que jamais, ont lavé leurs mains. La démonstration la plus évidente de la pandémie, c'est la banalité de la vie. Elle n'a choisi ni la religion, ni la race, ni le rang social pour faire des victimes. Elle a aussi participé à créer la distance entre les hommes, en constituant le prétexte parfait pour l'éloignement. Distance physique oblige. L'Afrique même minimalement a été touchée. Le Cameroun a perdu 474 fils et filles heurtés par la faucheuse pandémique. Et 30 313 cas ont été déclarés à travers le triangle national. De quoi inspirer des écrits. L'auteur qui nous vient ce soir a été touché par le coronavirus, testé positif, mis en quarantaine, mis sous assistance respiratoire. Il a connu toutes les étapes et donc il nous donne son histoire. Une histoire qui met à nu les lacunes du système sanitaire, entre impréparation et même irresponsabilité, qui tranche de l'intérieur avec la bonne mine affichée de l'extérieur et à renfort de publicité d'une prise en charge assidue et diligente. Je n'en dis pas plus. Messieurs et dames, bonjour, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition. Tout dépend du point du globe à partir duquel vous nous écoutez, regardez. Pourquoi j'écris pour que la vie soit plus diverse. Pourquoi j'écris parce que c'est ce que je sais faire. Et parce qu'avec l'âge, de toute façon, les possibilités se raréfient. Quand j'ai écrit ce roman, j'écris tous les matins à partir de 7h30, 8h moins le quart, jusqu'à 9h30. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire. Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le Point littéraire, Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Les romanciers nous entraînent dans leur fiction, mais quelle est leur vie au quotidien? Ces acteurs contemporains nous livrent un témoignage de notre temps. Mais quels sont leurs sentiments? Pour sa 3e saison, le Point littéraire innove. C'est désormais jeudi à 21h sur Royal FM.
Le point littéraire, c'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire. Jeudi à 21h sur Royal FM. Prenez le rendez-vous. Nouvelle saison inédite. Avec Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire. Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Nouvelle saison inédite. Jeudi à 21h sur Royal FM. Le point littéraire, la première de couverture. La première de couverture. L'auteur de cette édition a pour nom Saint-Merlin Yudom. C'est un diplômé de l'université de Chang et de l'école normale supérieure de Yaoundé en mathématiques appliquées aux sciences sociales. Il est également formé en journalisme et communication. D'ailleurs, il offre depuis bientôt 2 décennies ses services à plusieurs entreprises de presse et à de nombreuses organisations. L'ouvrage qu'il nous présente a pour titre notamment « Sortie du piège de la Covid-19 », un texte publié à Yaoundé en 2020 aux éditions Proximité. L'ouvrage a 3 temps forts. Un panorama de faits chronologiques dès la découverte du virus en première partie. La seconde impose un arrêt sur un cas de pays touchés en Afrique, notamment le Cameroun, premier en Afrique centrale. La dernière partie ouvre sur un récit de l'auteur qui lui aussi est parmi les patients atteints de la maladie. Heureusement, il retrouve la guérison. Sorti du piège de la Covid-19, le livre de Saint-Merlin Yudom a reçu l'onction en préface du professeur Keme Keme Marilène et en postface de l'artiste musicien Ndidi Yango. Le point littéraire, une émission préparée et présentée par Jean-Jacques Foucault. Le point littéraire, l'entretien. Accueillons à présent Saint-Merlin Yudom, l'auteur de ce soir. Bonsoir Saint-Merlin. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à tous les auditeurs de Royal FM, une belle radio que j'aime, que j'affectionne. Où je n'ai pas eu la chance de m'exprimer depuis un bon moment, je ne sais pas pourquoi. Je tiens à vous remercier, vous qui me permettez de renouer avec cette sympathique radio dans la ville de Yaoundé. Je voudrais également vous remercier pour cet accueil avec cette plume qui est la vôtre. Merci. Je voudrais modestement la saluer et m'honorer honorer le fait qu'elle soit soit réalisée en la faveur de ma présence en ce studio. Je suis tenté de vous poser cette question. Comment se sent Saint-Merlin Yudom aujourd'hui? Alors, je me sens bien depuis que j'ai foulé le seuil de la porte de Royal FM, son beau décor, le temps qu'il fait, sa belle clim qui me rappelle celle dans laquelle je baigne très souvent dans le média pour lequel je travaille. Notamment Kalak FM. Voilà. Globalement, je suis bien. C'est un épisode assez difficile quand même. Et revenir sur cette période, c'est pas quelque chose de très évident. Vous avez sorti un livre, Sortie du piège de la Covid-19. Il est disponible depuis 2020. Alors, comment vous avez vécu de l'intérieur cette pandémie? Alors, j'ai vécu cette pandémie de l'intérieur. Je l'ai vécu je ne sais pas comment décrire, mais ça a été un moment difficile, un moment particulier de ma vie. Ouais. D'ailleurs, c'est ce qui m'a fait décider de graver cela sur du papier, de me munir de mon stylo et du papier pour immortaliser ce moment de la vie. Il a été particulier parce que j'ai contracté le virus en tout début de la pandémie au Cameroun. La pandémie à peine
arrive au Cameroun. Il y a un dispositif certes qui est mis en place depuis la fin du mois de mars, mais le dispositif connaît beaucoup de soucis dans son déploiement. La maladie est mal connue, la stigmatisation des patients et des suspects à son paroxysme. Vous imaginez, je ne m'y attends pas. Je fais partie de ceux qui observent le phénomène comme journaliste, qui archive, qui est impressionné par la vitesse avec laquelle la pandémie se répand dans le monde. Vous imaginez bien que la pandémie de la Covid-19 est inédite pour la société contemporaine, parce que pour avoir des pandémies d'égale ampleur, il faut remonter aux années 40 avec la peste noire, aux années 18 avec la grippe espagnole, qui, curieusement, sont des pandémies qui ne sont pas très connues. D'ailleurs, c'est l'une des choses qui m'amène à écrire, parce que je me dis bien, si aujourd'hui on sait très peu de la peste noire, on sait très peu de la grippe espagnole, c'est parce que les gens n'ont pas suffisamment documenté tout ce qu'il y a eu au courant de cette période de l'existence du monde. Donc, moi, je vis un moment vraiment difficile où je subis tout ce qu'il y a comme difficulté à cette période-là, à accéder aux soins, à subir la stigmatisation, je l'ai dit tantôt, et c'est des périodes qui vous marquent à jamais. Oui, il faut dire que ces trois parties dans le livre, mais globalement, avant d'entrer en profondeur dans cet ouvrage qui a particulièrement captivé les attentions, est-ce que vous vous attendiez à un tel accueil de l'ouvrage? L'ouvrage a été notamment très applaudi par le corps médical, par les Camerounais, qui se disaient que la pandémie, on allait attendre un peu de temps avant d'en parler dans le détail, comme vous l'avez fait, vous en tant que victime. Alors, je vais être honnête avec vous, je suis jusqu'aujourd'hui surpris par l'accueil qui a été réservé à mon ouvrage. Je peux vous avouer que je m'attendais pas à un tel accueil, surtout que c'est le premier ouvrage véritablement que je rédige. J'ai eu une première expérience dans l'écriture qui date de 8 ans pratiquement. Malheureusement, je n'ai pas pu l'amener jusqu'à bout parce que mon manuscrit avait été emporté. Oui, avait été emporté. Ma voiture avait été vandalisée, et mon manuscrit emporté. Mais non, quand cet ouvrage je sors, il faut dire qu'il sort même un peu plus tard que prévu parce que j'étais impatient. Je peux d'ailleurs vous confier que je l'ai rédigé en 2 mois pratiquement. J'ai commencé à le rédiger sur mon lit d'hôpital. Quand l'ouvrage est remis chez mon éditeur, ça prend un peu de temps, le temps de s'accorder sur les clauses contractuelles et tout ce qui est inhérent aux exigences de l'édition. Ça prend un peu de temps et moi je m'impatiente parce que j'ai envie de le sortir et de passer à autre chose. Une fois que l'ouvrage sort, je peux vous assurer, Jean-Jacques, j'ai été assailli de toutes parts. Hyper sollicité par les médias. J'ai eu du mal, d'ailleurs, je tiens à m'excuser auprès de mes confrères au Cameroun et ailleurs. Pour aller d'un média à un autre, c'était pas évident. C'était pas évident. J'ai le corps médical qui me sollicite, tout le monde s'intéresse à l'ouvrage. J'ai les autorités gouvernementales. D'ailleurs, je me demande, quand je reçois le coup de fil du cabinet du ministre de la Santé publique souhaitant me recevoir, m'annonçant que le ministre souhaite me recevoir, je peux vous assurer que j'ai pensé à un moment donné qu'il s'agissait d'un fake. Il a fallu que l'audience ait lieu pour que je dise, mais tiens, qu'est-ce qui est en train de se passer, et que le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, m'accorde près de 20 minutes d'audience, discute avec moi, m'exprime toute l'admiration qu'il a pour l'initiative qui a été la mienne et le retour qu'il a du contenu de l'ouvrage. Je peux vous dire que je ne m'y attendais pas, mon cher. Est-ce qu'on peut dire que c'était un mal finalement pour un bien? Ça vous a quand même permis de pouvoir partager d'abord votre plume, ensuite de partager votre expérience et certainement de rencontrer un certain nombre de personnalités. Alors, un mal pour un bien, non. Je pense que ce serait pas bien de voir les choses comme ça parce que j'aurais
pu ne plus être là, parce que avec l'atrocité, avec la violence avec laquelle j'ai subi cette maladie, cette pandémie, je crois que je fais partie des miraculés et je rends grâce à Dieu. Maintenant, on peut pas se réjouir après de ce qu'on a vécu et tout. Cependant, si mon ouvrage, si ma modeste plume peut contribuer aujourd'hui, et j'espère que c'est le cas depuis que l'ouvrage est là, à aider les gens à mieux comprendre qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui se passe, peut aider les gens à se sentir un peu plus concernés qu'avant par la maladie, par la pandémie, je me dis que peut-être c'est une bonne chose. Oui. Alors le livre est sorti, 3 parties très importantes. Vous faites un travail de véritable journaliste. Vous commencez en première partie par dénicher l'origine du mal. On est en novembre 2019. Et puis déjà, en Chine, on parle de ce virus. Ça n'alerte pas grand monde jusqu'à ce que ça se retrouve en Europe et dans d'autres pays. Donc, il était nécessaire de retracer l'histoire de manière chronologique comme vous l'avez fait. Alors, c'est un travail que je faisais avant de choper le virus. En tant que journaliste, un phénomène, je l'ai dit tout à l'heure, comme celui-là, vous intéresse. Tout à fait. Vous ne pouvez pas rester indifférent. Vous voyez la vitesse avec laquelle le virus se propage. Vous voyez surtout ces relais en télévision du nombre de morts quotidiens, nombre de victimes quotidiennes de cette pandémie. Je peux vous dire que c'était impressionnant. C'était impressionnant. Alors, le 17 mars, quand le Premier ministre décide de rendre public les 13 mesures barrières, parmi lesquelles la fermeture de frontières, un certain nombre de restrictions, je décide de me mettre pratiquement en confinement. Et pendant toute cette période, je suis davantage l'évolution de la pandémie à travers la télévision, à travers les médias. J'essaie d'archiver à chaque fois. Je fais des petites notes pour animer mes pages sur les réseaux sociaux. Donc, je rentre déjà dans la collecte. Alors, dès que je chope le virus et que je me retrouve dans la situation dans laquelle je me suis retrouvé, phase sévère de la maladie, assistance respiratoire, je me dis, mais tiens, je pense que c'est le moment de ressasser tout cela, et comme je l'ai dit tout à l'heure, pour que les gens essayent de comprendre, parce qu'en même temps je réalise combien il y a un scepticisme qui s'est emparé notamment des Camerounais vis-à-vis de la pandémie. J'ai envie de dire aux gens, tenez, vous semblez être sceptiques, vous semblez ne pas croire en cela, me voici, je suis là, voici ce que j'ai vécu et il faut que je le partage. En même temps, il faut que je permette aux gens de comprendre d'où est-ce qu'on est parti pour en arriver là. Donc je suis obligé de remonter un tout petit peu l'existence de ce virus qui existe depuis pas mal de temps. Vous parlez de l'avènement de la pandémie par exemple dans la ville de Wuhan en Chine en novembre 2019, mais c'est un virus qui existe depuis pas mal d'années et qui s'est muté au fil des ans. Donc il est important pour moi, pour permettre aux curieux de le savoir, mais aider aussi, ça peut paraître prétentieux, la communauté scientifique qui fait face à une pandémie qu'elle ne maîtrise pas. Je tiens pour exemple les personnes du corps médical qui m'ont pris en charge pendant que je suis interné au centre de prise en charge de l'hôpital central de Yaoundé. Quand vous discutez avec ce personnel, ils comprennent pas de quoi il s'agit. Ça dit que c'est des gens qui du jour au lendemain sont embarqués dans une histoire dont ils ne connaissent ni les tenants ni les aboutissants. Il y a une préparation, il y a aussi une certaine méconnaissance des réalités autour de la pandémie. Très bien. Donc du coup, je me dis que en travaillant sur la question, en collectant et en rédigeant, je peux contribuer à aider, à éveiller, à sensibiliser les Camerounais un peu dubitatifs. Il faut dire que le livre nous fait savoir que vous n'avez pas de manière, du moins vous n'avez pas été exposé d'une certaine façon ou volontairement, parce que vous êtes de ces Camerounais qui, dès que les mesures sont prises au Cameroun, décide de rentrer chez lui, arrête momentanément de travailler, sort de temps en temps pour aller faire ses courses, mais n'est pas en contact, comme on dirait, avec des contacts risques. Mais la pandémie réussit quand même à vous toucher. Alors, et c'est ce qui est intriguant, parce que à chaque fois on me demande où est-ce que tu as chopé le virus, comment est-ce que tu l'as chopé. Dès que le Premier ministre chef du gouvernement rend public les mesures, les 13 mesures barrières, moi j'alerte tout le monde.
chez moi. J'allaite tous les membres de ma famille, ceux avec qui je réside, et les membres même de la famille élargie. Je demande à tout le monde, faites attention. Et personnellement, déjà qu'à cette période, je travaillais pas, parce que la radio pour laquelle je travaille est encore fermée. Nous avons subi un incendie, on n'a pas encore réouvert. Donc, je prends le soin chez moi de dire, voilà, tout le monde reste à la maison. La seule personne qui sort, c'est moi. Et c'est pour faire des courses. Et à chaque fois que je sors, c'est dans mon véhicule. J'ai mon gel hydroalcoolique qui est à côté de mon siège. J'ai mon masque, je fais attention. Cependant, je sors de temps en temps pour les soirs pour le 2-0 du quartier. C'est-à-dire que je vais jouer au foot avec les jeunes au quartier, et c'est en prenant toujours des précautions. C'est-à-dire que minimalement, on fait attention. Je me souviens quand même que j'ai été convié à un anniversaire d'un artiste, d'un ami qui est artiste. Je soupçonne d'ailleurs que ce soit ce jour-là que j'ai été en contact avec. On s'est un peu laissé aller là-bas. On s'est un peu laissé aller, et je pense que c'est ce jour que j'ai chopé le virus. Mais dans l'ensemble, je pense que je faisais attention, je prenais des précautions. Mais ce qui est intriguant dans mon histoire, c'est comment est-ce que j'ai pu autant être atteint avec une certaine violence de la maladie, de la pandémie, parce qu'il faut dire que beaucoup de Camerounais, d'ailleurs de plus en plus les gens le confient, ont chopé le virus. Il y avait tout ce qu'il y avait comme pharmacopée traditionnelle qu'on déployait, on se reposait, on prenait des boissons chaudes, etc. Et tout allait. Sauf que moi, malgré tout cela, je me retrouve dans la phase la plus critique sévère de la maladie. Oui. Il faut dire que tout commence comme un simple palu, vous rencontrez quelques membres du personnel médical, on vous met un traitement effectivement contre le paludisme, et également un traitement curatif contre peut-être éventuellement une typhoïde, mais rien ne change. La partie qui peut intriguer encore le lecteur, c'est surtout la démarche au niveau de l'hôpital, d'abord au niveau des cliniques. Aujourd'hui, vous posez un problème qui semble être banalisé. Les prix pratiqués dans ces institutions peuvent quelquefois faire s'étirer les cheveux. Et d'ailleurs, j'interpelle les pouvoirs publics sur les démarches qui débouchent sur la création d'une clinique, d'un hôpital privé, d'un centre de santé, et comment est-ce que l'on confectionne la grille des prix. Parce que vous imaginez que je pars de chez moi un dimanche matin, le dimanche 25, voilà, le dimanche 25 avril, je me retrouve dans une clinique, je me sens mal, je suis dans un état critique. Et puis, voilà, des gens vous accueillent, l'accueil est des moins réconfortant pour un patient de mon état. Et puis, on vous fait payer une somme d'argent pour une consultation. Vous êtes surpris parce que je peux dire que la somme d'argent que l'on me prend est bien au-delà de 20 000 francs CFA. Voilà, de ce qu'on prend même pour des consultations des spécialistes en privé. En privé, vous vous attendez quand même à une consultation sérieuse. Vous n'avez droit à rien de cela, et après quelques tours, on revient vous remettre une facture, une liste d'examens à faire. Waouh! À des prix exorbitants. Vous vous demandez, et puis on vous dit on va vous interner, et on vous rappelle que vous êtes interné, la nuitée, il y a des chambres de 30 000, la nuitée de 45 000, la nuitée, vous n'en revenez pas. Vous êtes arrivé, vous sentant mal, vous n'avez reçu encore aucun soin, vous avez quand même payé la consultation, mais tout ce que l'on vous remet, c'est un amas d'ordonnances en vous rappelant quels sont les prix, etc., etc. Je peux vous dire que, curieusement, à ce moment, j'ai eu comme un soulagement passager. Et puis j'ai dit à mon frère cadet qui m'accompagnait, partons d'ici. Alors il y a des dysfonctionnements d'ailleurs, même dans le public, parce que lorsqu'on regarde votre récit, les allées et venues à l'hôpital central, les couloirs qu'il faut franchir, les pièces où il faut entrer, vous ne vous portez pas bien, vous entrez dans plusieurs pièces avant de trouver quelqu'un à même de vous faire un test.
qui plus tard sera positif. Alors, ce qui se passe, c'est que le 27 avril, je dois aller à l'hôpital central du Yaoundé parce que je me suis battu comme j'ai pu parce que à cette période, il faut le dire, les hôpitaux sont redoutés. Oui. Les hôpitaux sont redoutés parce que les gens estiment que quand ils vont, on vous déclare malade et on ne savait plus trop ce qui se passe, etc., etc. Donc, je suis très mal. Et je discute avec mon médecin qui me dit, tiens, il faut que tu ailles à l'hôpital. Je te recommande un médecin, il faut que tu ailles le lundi matin. Parce que je commence à voir les premiers, je commence à ressentir de la détresse respiratoire. Au début, c'est curieux, je confonds cela à un mal gastrique. Parce que quelques temps auparavant, j'ai eu des soucis avec quelques aliments que j'ai consommés. Donc du coup, elle me dit, il faut voir un gastro-entérologue. Je vais à l'hôpital, je me bats, il faut que je me fasse recevoir par le spécialiste, le gastro-entérologue. Je passe toute la matinée. Pendant ce temps, mon état se dégrade avec un corps médical qui n'est pas particulièrement sensible à votre situation. La curiosité, c'est que quand finalement un médecin est disponible pour nous recevoir, quand je me rapproche du médecin. Quand c'est mon tour, je me rapproche du médecin. Le médecin me dit, monsieur, je ne peux pas vous consulter. Allez aux urgences. Alors que vous avez passé toute la matinée. J'ai passé toute la matinée. Je suis en train d'avancer. Parce que déjà, quand je suis appelé, je ne peux pas être là à temps parce que je suis à l'extérieur. J'ai de plus en plus du mal à respirer. Je ne veux pas rester à l'intérieur. Je tousse également. Je ne veux pas agacer les autres patients. Donc, quand je suis appelé, c'est mon frère cadet qui est à l'intérieur. Le temps de venir me chercher parce que je ne peux plus me déplacer seul. Et tout. Et un autre patient qui est appelé. Cela n'alerte pas le personnel soignant. Très bien. Je me bats, traînant le pas. Quand j'arrive au seuil de la porte du médecin, il me dit, tiens, monsieur, votre cas, c'est pour les urgences. Je peux pas vous consulter. Je ressors avec mon frère cadet qui me tient la main et qui m'aide à avancer où se trouvent les urgences. Quand j'arrive au niveau des urgences, même scénario, c'est-à-dire que je me retrouve à pratiquement 2 mètres de la table des urgences. La dame qui est assise me dit à nouveau, monsieur, on peut pas aller dans telle autre salle et tout. Jusqu'ici, vous êtes malade. Je suis malade. Vous êtes dans un état assez grave. Personne ne fait attention. Personne n'essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe et tout. On m'indique finalement une salle. Et quand je me dirige vers cette salle, je réalise que c'est une salle qui est aménagée pour les patients suspects. Les patients qui sont suspects d'avoir chopé le virus. Quand j'entre, je m'installe. Et puis, vous avez des jeunes médecins, enfin, personnel du corps médical, un monsieur qui vous dit, monsieur, mettez votre masque, qui vous gronde à la limite. Et tout. Vous malade. Je lui dis, attends, tenez. Je n'arrive plus à respirer. Je ne peux plus mettre le masque parce que le masque, il m'étouffe. Quand je le mets, il m'étouffe et tout. Et puis, à lui de retorquer, si vous mettez pas votre masque, vous sortez. Attendez. Vous imaginez, vous avez le poids de la maladie. Ça fait... Parce que je suis à ma 2e semaine où je suis chez moi, je ne peux pas accéder aux soins parce que il faut le dire. Quand je fais le forcing et je vais dans une clinique pour me faire consulter, c'est difficile déjà pour les hôpitaux privés de vous prendre en charge, d'accueillir les patients quand on vous soupçonne d'être porteur du virus, parce que c'est à cette même période que la clinique au Maeva à Douala a été suspendue parce qu'elle a reçu un patient malade de Covid. Tout à fait. Et pendant ce temps, j'ai tout essayé pour accéder aux soins, pour être testé en vain. Le 15-10, j'ai appelé en vain. Et les 2 fois où j'ai eu quelqu'un au bout de fil, on m'a dit qu'il n'y avait pas de tests et que les quelques tests qu'il y avait étaient réservés pour des patients qui étaient déjà en détresse respiratoire et tout, donc qui étaient dans un état critique. Je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on peut réserver des tests uniquement pour des gens qui sont en état critique, pour des gens dont on est pratiquement sûr qu'ils sont porteurs du virus, alors que je manifeste quand même ces symptômes. Ça n'émeut personne. Donc, j'ai passé ces 2 semaines-là. Pendant ce temps, mon état se dégrade. J'arrive à l'hôpital avec
d'espoir que finalement je trouve une solution, on puisse m'aider. Je suis obligé de faire face à un corps qui ne m'aide pas sur le plan de la prise en charge, mais même sur le plan du réconfort, le corps ne fait rien, le corps médical ne fait rien pour m'accompagner. Finalement, et Dieu merci, voilà, malgré tout cela, il me recommande de faire un test, on me fait une prescription et tout, en m'indiquant que l'espace de testing est de l'autre côté, juste à côté de la morgue. C'est quand même assez intriguant. À côté de la morgue. Oui, est-ce que c'est aussi là-bas que se situait le centre de prise en charge des patients de la Covid-19 oui. Alors, je me dis quand même que, voilà, je suis au bout de mes peines. Autour de 14 heures, je suis parti de la maison à pratiquement 5h30, aidé par un voisin qui m'a transporté parce que je ne peux plus conduire et tout. Mon frère cadet, lui, ne sait pas conduire. Quand je vais au centre de testing, bondé de monde. On m'installe dans une salle et puis on me dit, monsieur, vous patientez. 30 minutes, 1 heure. Entre-temps, mon frère cadet est allé acheter les médicaments d'urgence qui m'ont été prescrits. C'est difficile pour moi de les prendre parce que depuis le matin, on n'a pas mangé, je n'ai rien mis sous la dent et je dois attendre pour être testé. Au bout d'1 heure de temps, ma situation va de mal en pire. Je vous assure, je me couche sur la table parce que je dois tousser en dessous de la table. Je respire très mal. J'envoie mon frère cadet voir le corps médical, présenter le bulletin d'examen qui est quand même marqué du sceau urgent. Urgent. Mais ça ne semble émouvoir personne. Je vous confie qu'il a fallu que je menace de faire un scandale pour être testé autour de 15h30. Parce que je me suis levé traînant, soutenant les bancs avançant, et je dis au corps médical, je vais m'écrouler, je vais mourir ici. Je ne suis pas sûr que ce sera intéressant pour vous. Oui. Permettez-moi de me tester, d'être prélevé, et de rentrer tranquillement chez moi, continuer à souffrir comme c'est le cas depuis 2 semaines. Là au moins, je sais que je serai allongé, on pourrait m'apporter quelque chose, on pourra m'apporter quelque chose à manger. Peut-être que les premiers médicaments qui m'ont été prescrits peuvent tout au moins retarder l'échéance. Oui. C'est là où on me dit, attendez quelques minutes après, on vient me chercher. Et le médecin qui vient me chercher me dit, avec l'état que vous avez, je crois qu'on va mettre une ambulance à vos dispositions. Oui. Une fois prélevé, on n'en parle plus. Plus d'ambulance. On ne parle plus d'ambulance. Vous rentrez chez vous. Je me bats pour rentrer chez moi. Mon frère cadet m'aide à quitter le centre de testing. Je me trouve à l'extérieur. Il doit aller chercher un véhicule. Pendant ce temps, il fait très chaud. Je respire très mal. Je peux pas me déplacer. D'ailleurs, je m'allonge presque à même le sol à l'entrée du centre de prélèvement. Je suis le regard des patients qui sortent du centre, des passants, Dieu merci. Ils sont curieux. Cette rue n'est pas très courue. Finalement, il se bat au bout d'une vingtaine de minutes. Il ramène un taxi qui voit mon état panique dès le départ, mais on s'accorde sur le prix et il me ramène à mon domicile. On va parler dans quelques minutes de ce qui s'est réellement déroulé à l'intérieur lorsque vous étiez en isolement et comment vous avez plus tard retrouvé la guérison. Mesdames et messieurs, on marque le premier arrêt. Le point littéraire, les classiques littéraires. Les classiques littéraires. Nous avons dépoussiéré pour vous ce soir L'étranger, premier roman de l'écrivain français Albert Camus. Paru en 1942, il compte 159 pages et est édité aux éditions Gallimard. Le roman a été traduit en 68 langues. C'est le 3e roman francophone le plus lu dans le monde. Mais que contient exactement ce livre? Annie Lisette Ambassa, bonsoir.
Jean-Jacques Foucault, bonsoir. Le roman met en scène un personnage narrateur nommé Meursaoult, vivant à Alger en Algérie française. Le roman est découpé en 2 parties. Au début de la première partie, Meursaoult reçoit un télégramme annonçant que sa mère, qu'il a internée à l'hôpital de Marengo, vient de mourir. Il se rend en autocar à l'asile de vieillards situé près d'Alger. Veillant la mort toute la nuit, il assiste le lendemain à la mise en bière et aux funérailles sans avoir l'attitude attendue d'un fils endeuillé. Le protagoniste ne pleure pas, il ne veut pas simuler un chagrin qu'il ne ressent pas. Le lendemain de l'enterrement, Meursaoult décide d'aller nager à l'établissement de bains du port et y rencontre Marie, une dactylo qui avait travaillé dans la même entreprise que lui. Le soir, ils sortent voir un film de Fernandel au cinéma et passent le restant de la nuit ensemble. Le lendemain matin, son voisin Raymond Sintès, un proxénète notoire, lui demande de l'aider à écrire une lettre pour dénigrer sa maîtresse, une mort envers laquelle il s'est montré brutal. Il craint des représailles du frère de celle-ci. La semaine suivante, Raymond frappe et injurie sa maîtresse dans son appartement. La police intervient et convoque Raymond au commissariat. Celui-ci utilise Meursaoult comme témoin de moralité. En sortant, il invite lui et Marie à déjeuner le dimanche suivant à un cabanon au bord de la mer qui appartient à un de ses amis maçons. La journée, Marie demande à Meursaoult s'il veut se marier avec elle. Il répond que ça n'a pas d'importance, mais qu'il le veut volontiers. Le dimanche midi, après un repas bien arrosé, Meursaoult, Raymond et Masson se promènent sur la plage et croisent 2 Arabes, dont le frère de la maîtresse de Raymond. Meursaoult, apprenant que Raymond est armé, lui demande de lui confier son revolver pour éviter un drame. Une bagarre éclate au cours de laquelle Raymond est blessé au visage d'un coup de couteau. Plus tard, Meursaoult, seul sur la plage, accablé de chaleur et de soleil, rencontre à nouveau l'un des Arabes qui, à sa vue, sort un couteau. Aveuglé par la sueur, ébloui par le reflet du soleil sur la lame, Meursaoult tire de sa poche le revolver que Raymond lui a confié et tue l'Arabe d'une seule balle. Puis, sans raison apparente, il tire 4 autres coups sur le corps inerte. Et dans la seconde moitié du roman, Meursaoult est bien sûr arrêté et questionné. Ses propos sincères et naïfs mettent son avocat mal à l'aise. Il ne manifeste aucun regret, mais de l'ennui. Lors du procès, on l'interroge davantage sur son comportement lors de l'enterrement de sa mère, autant que sur le meurtre. Meursaoult se sent exclu du procès. Il dit avoir commis son acte à cause du soleil, ce qui déclenche l'hilarité de l'audience. Le soleil provoqua, toujours selon Meursaoult, une distorsion de la vision semblable à une hallucination. La sentence tombe, il est condamné à la guillotine. L'aumônier visite Meursaoult pour qu'il se confie à Dieu dans ses derniers instants. Meursaoult refuse. Quand l'aumônier lui dit qu'il priera pour lui, cela déclenche sa colère. Avant son départ pour la mort, Meursaoult finit par trouver la paix dans la sérénité de la nuit et même souhaiter que le jour de son exécution, de grandes foules qui le haïssent soient au rendez-vous. Merci à Annie-Lisette Ambassa pour ce classique littéraire. On a refeuilleté ce livre, L'étranger de Albert Camus. Alors on retrouve l'invité du soir, c'est Merlin Yudom, qui nous présente son livre Sortie du piège de la Covid-19, un livre donc paru aux éditions Proximité en 2020. Alors, est-ce que c'est Merlin Yudom a
des auteurs qui l'ont inspiré, qui l'ont amené aujourd'hui à écrire? Alors, des auteurs qui m'ont amené à écrire, pas un en particulier, alors qu'il n'y a pas un auteur que je lis. Oui, il n'y a pas un style que vous essayez de... Enfin, au départ, peut-être copier, calquer, avant de faire votre propre personnalité. Non, vraiment, je l'avoue, il n'y a pas un auteur en particulier que j'ai eu envie, que j'ai eu envie de copier. Oui. Voilà. Cependant, il y a plein d'ouvrages que j'ai lus qui m'ont inspiré. Il y a Albert Camus, d'ailleurs, qui faisait l'objet de la rubrique qui vient de passer, qui est d'ailleurs décédé accidentellement, fait partie des auteurs dont les œuvres nous ont marqués depuis notre tendre adolescence, évidemment. Mais non, il y a Joseph Ngoué également, que j'ai lu avec beaucoup d'affection, parmi les œuvres que nous avons lues pendant nos années de secondaire. Il y a un auteur que j'aime bien, qui s'appelle Michel Dufresne, qui a écrit quelques ouvrages sur le journalisme, que j'ai également beaucoup lu, parce que ces ouvrages font partie des ouvrages qui m'accompagnent au quotidien. La pratique de ce métier. C'est important régulièrement de revisiter des leçons, parce que le journalisme est un métier très dynamique, qui évolue et qui avance régulièrement. Il faut se mettre à jour en quelque sorte. Alors, votre livre sorti du piège de la Covid-19, il faut dire que vous avez passé un séjour à l'hôpital central de Yaoundé, interné, à l'isolement, sans voir personne. Il y a beaucoup de dysfonctionnements, beaucoup d'éléments que vous avez relevés, notamment que l'ensemble des médicaments n'arrivait pas toujours à temps, que la nourriture qui était servie ne donnait pas nécessairement envie, pire encore à des personnes qui sont souffrantes. Donc véritablement, votre séjour à l'hôpital central, un cauchemar ou alors acceptable? Moi, un beau séjour, finalement. Mais non, je décris dans mon livre les choses vues et entendues. C'est un témoignage authentique. Après, je n'ai pas un regret particulier. D'ailleurs, je tiens à rendre hommage à ce corps médical-là, grâce à qui j'ai pu recouvrer ma santé. Là, un corps médical super sympathique. D'ailleurs, je me suis noué quelques amitiés. D'ailleurs, la première découverte nous permet de voir une photo de vous avec... que j'ai prise, pendant que je suis interné avec les membres de ce corps médical. L'un d'entre eux m'avait reconnu et je pense que ça a facilité mon séjour de ce côté. Après, il y a eu un certain nombre de dysfonctionnements qui sont peut-être inhérents à ce dispositif qui n'était pas parfait, ou que l'œuvre humaine n'étant parfaite, mais qui davantage avait à son sein beaucoup de failles qui étaient évitables. Voilà. Vous vous rendez compte que jusqu'aujourd'hui, il est bien difficile, d'ailleurs pour tout citoyen, de savoir quel est le réel protocole de prise en charge des patients de Covid-19. Cependant, je m'étais administré des médicaments pendant tout mon séjour. J'étais coupé du reste du monde, parce qu'une fois que vous y accédez, vous n'avez ni droit aux visites, droit à rien, pendant tout votre séjour. Mais non, je pense que les choses qui m'ont davantage marqué, c'est l'état des personnes que j'ai rencontrées une fois que je suis entré au centre de prise en charge. Parce que quand vous êtes à l'extérieur, les gens disent, c'est pas sérieux, est-ce qu'il y a des malades, est-ce que machin. Une fois que vous entrez là-bas, vous vous rendez compte, vous dites, mais tiens, il y a le centre de prise en charge est plein des patients qui sont dans des états critiques, des états bien plus sérieux que le vôtre. Vous vous rendez compte que mon premier voisin de lit, par exemple, est un papa âgé de plus de la cinquantaine, mais qui faisait les selles sur lui, qui faisait pipi sur lui, à qui on mettait des couches, et parfois, une fois qu'il déféquait, ça traversait les couches, vous imaginez, et tout. Et c'est ce corps médical
qui doit le débarrasser de sa souillure, parce que personne n'a accès, il n'y a pas de garde malade, il n'y a rien, machin, et parce que le corps médical arrive dans le centre ou dans les dortoirs, enfin ce qui tient lieu où vous êtes parqué, dans le grand salon où vous êtes à des heures bien précises, voilà, parfois quand il se soulage, il faut attendre à l'heure des tournées. Oui. Vous comprenez un peu, pendant ce temps, toute la salle est infestée de ces odeurs. C'est pas évident. C'est pas évident du tout. Donc vous avez le cas de ces patients-là qui se sentent mal, qui par inadvertance débranchent leur dispositif d'oxygène. S'il y a des heures, par exemple, où il n'y a pas un corps médical présent, du coup, ils sont très mal, ils crient, comme le cas de cette dame qui, j'espère, a retrouvé sa santé, parce que je n'ai plus de ces nouvelles. Elle est arrivée dans un état critique. Et dès le premier soir, elle a débranché son dispositif, machin, elle s'est mise à crier, pleurer, machin, on a pu le rebrancher. Le lendemain, elle a à nouveau débranché le dispositif. Moi, j'allais déjà mieux parce que j'ai passé 3 jours sous assistance. Et puis, une fois que vous alliez mieux à cette époque, la demande était très grande. Oui. Une fois que vous allez mieux, on vous déconnectait pour laisser la place aux nouveaux patients et tout. Donc, elle se met à crier. Moi, je me lève, je me rends compte qu'elle va pas bien. Je vais cogner à la baie vitrée qui séparait donc nous les patients du corps médical. Et puis vous avez 2 personnes de l'autre côté qui vous font des signes de la main, qui peuvent pas venir. Oui, parce qu'il n'y a pas de matériel, il faut attendre les tournées. Qui vous indique avec les mains comment vous allez faire. Donc, je me suis battu pour rebrancher son dispositif. C'est après, réflexe de journaliste, quand je me renseigne, qu'on me fait savoir que une fois la tournée terminée, il fallait aller stériliser le matériel. Et puis, quel que soit ce qui arrive à un patient, pendant ce moment, personne ne peut accéder au secteur des patients. Donc, c'est des choses comme celle-là qui vous marquent. Vous comprenez? Qui vous marquent. Mais non, il y a des petites choses comme les repas que vous attendez, qui n'arrivent pas, qui sont de très mauvaise qualité. Les médicaments qui ne sont pas donnés, ou certains médicaments qui n'arrivent pas. Oui. Vous savez pas à quel moment vous avez droit à tel médicament et pas à tel autre, et tout. Vous le vivez, et vous avez un seul souhait, vous faites votre prière, c'est que le Seigneur vous sorte de cet enfer-là, entre guillemets, c'est que vous puissiez recouvrer votre santé. Tout en espérant que la prise en charge autour des malades de Covid-19 se soit améliorée avec le temps. Aujourd'hui, vous dites, vous êtes quand même passé pas très loin de, je vais pas dire la fin, mais vous êtes passé pas très loin du pire. Parce qu'à 2 reprises, tout de même, vous avez pensé qu'il était temps d'appeler la famille pour dire vos adieux et vos dernières volontés. Lorsqu'on est passé assez près du pire, lorsqu'on vit chaque jour, qu'est-ce qu'on a réellement envie d'accomplir aujourd'hui? Alors, d'une manière générale, au-delà du regard, le mien, sur la vie qui a changé, ça c'est personnel, je pense que d'une manière générale, la pandémie interpelle tout le monde. D'ailleurs, c'est ce qui a motivé la postface de l'artiste Prince Didier Ango, que je salue au passage, qui a accepté donc d'apporter sa caution à cette œuvre, parce qu'à chaque fois on me demande pourquoi le Prince Didier Ango, justement parce que il fait partie des personnalités qui étaient au courant de ma maladie, qui m'ont suivi. Et tout, mais davantage, c'est une personnalité aujourd'hui qui, modestement, a le recul nécessaire pour porter un regard sur les questions existentielles, par rapport à ce qu'il a vécu, par rapport à ce qu'il a connu, par rapport à ce qu'il représente. Donc quand vous vivez, vous voyez une pandémie comme celle-là, vous la vivez avec son côté effroyable. Vous vous rendez compte que en un laps de temps, quelque chose qui est invisible, un virus qui est invisible, tient le monde en haleine, met le monde pratiquement à genoux. Toutes les superpuissances, les riches, les forts, l'évolution de la science, on n'arrive à rien faire devant une telle hécatombe. Vous dites bien que il faut revoir le monde autrement. Vous comprenez un peu? Il faut revoir les relations humaines autrement. Il faut percevoir la vie autrement, parce qu'elle est quelque chose finalement de futile, de fragile, et que le temps qu'on a la chance de bénéficier de ce souffle de vie, on devrait s'en servir à bon escient.
dans la gestion de son quotidien, dans l'attitude qu'on a vis-à-vis de son prochain, en manifestant surtout toute la reconnaissance qu'on a vis-à-vis du Créateur, quelle que soit l'obédience à laquelle on appartient, se dire quand même que on n'est pas aussi fort pour de nous-mêmes se réjouir du fait qu'on est en vie. Oui. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui est là, qui tient tout cela, et qui du jour au lendemain peut décider que tout s'arrête, et que, quels que soient nos moyens, quelle que soit notre intelligence, on ne soit à mesure de rien y faire. Oui. Il y a ça, il y a qu'aujourd'hui, vous savez, le débat sur les vaccins se pose avec acuité. Vous, en tant que personne ayant souffert de la maladie, est-ce que vous pensez que c'est une fausse polémique ou un débat essentiel sur faut-il avoir le vaccin, ne faut-il pas? Le Cameroun peut s'en passer. Le Cameroun a géré la pandémie jusqu'à présent de la plus belle des manières. Donc, on pourrait s'en passer? Alors, sur le bilan de la pandémie au Cameroun et sa gestion, je tiens à dire un mot. Enfin, je ne suis peut-être pas la personne autorisée à le faire, mais je peux dire au moins, pour avoir travaillé sur la question, qu'il y a quelques zones d'ombre. Et je pense que ceux qui demandent à ce que lumière soit faite sur cette gestion n'ont pas tort. Je voudrais saluer au passage le député Nietzsche qui se bat pour cela. Je voudrais également dire sur l'attitude qui est celle d'avoir tendance à minimiser l'effet de la pandémie dans notre pays, dire faisons très attention. Les effets sont graves sur le plan économique. Et maintenant sur le plan humain, même s'il n'y a qu'un seul mort, je pense qu'une vie est quelque chose de précieux. Oui. Et on ne devrait pas banaliser le nombre de victimes ou le nombre de morts. Ça, c'est d'un. De deux, sur pour revenir à la question relative au vaccin, je pense qu'il y a eu beaucoup de polémiques, qui ne valent pas la peine. D'abord, lorsqu'on a commencé à évoquer la question du vaccin, il y a eu un tollé général qui est né. Les gens donnaient l'impression que voilà, c'est sur les Africains qu'on voulait tester et tout. Je tiens à faire une précision. L'Afrique accueille à peine 1% des essais cliniques dans le monde. Je vous dis bien à peine 1%. Ça veut dire que ce soit les vaccins, que ce soit les médicaments, etc., on va les tester ailleurs. Et très souvent, les Africains font la manche pour qu'on mette ces vaccins ou ces médicaments à leur disposition. Maintenant, il y a un militantisme, un panafricanisme parfois malsain qui est né et qui diffuse parfois des informations qui ne sont pas vérifiées. Évidemment, il y a toujours des choses à redire, mais je pense que les éléments factuels, les chiffres en notre possession ne donnent pas l'impression que l'Afrique soit celui sur qui on vient tester ou machin monter. Cependant, je pense que les effets de la pandémie est là jusqu'à ce jour. Ouais. S'il y a une possibilité de pouvoir réduire les effets de cette pandémie, de pouvoir réduire le taux de contamination, surtout dans une société comme la nôtre, où on est foncièrement indiscipliné, et je ne pense pas que c'est une insulte envers quiconque. Je pense que si on se regarde dans les yeux, on a parlé des mesures barrières, c'est difficile à appliquer. Tout ce qu'il y a comme attitude à prendre pour ne pas être contaminé, c'est très difficile. On voit bien le Tchad en ce moment, malgré le fait que le nombre de places dans les stades a été réduit pour le respect des mesures barrières. On regarde bien, pour ceux qui regardent les matchs à la télévision, que les gens ne tiennent pas compte de cela. Donc après, si un vaccin peut arriver et que les gens ne ressentent pas le poids de l'exigence de respecter ces mesures, pourquoi pas. Cependant, il faut reconnaître que derrière les vaccins et l'industrie pharmaceutique, derrière les vaccins et tout, il y a une industrie qui est là, il y a un business de l'industrie pharmaceutique qui existe. Mais non, est-ce que nous, les Africains, nous avons les moyens de mener ce combat à armes et mains égales avec les pays développés? Ça, c'est une autre question. Donc, il serait peut-être judicieux pour nous, si on veut avoir une bonne place dans ce débat, dans cet univers, de proposer, de faire des propositions. Et ces propositions, et c'est peut-être ce qu'on peut retenir aussi de la pandémie de la Covid-19, on a vu qu'il y a eu beaucoup de propositions nées de notre pharmacopée traditionnelle. Si les pouvoirs publics
pouvait se pencher là-dessus, ça donnerait plus d'éléments pour aller dans le théâtre de ce débat relatif aux vaccins et aux médicaments qu'on dit souvent importés d'ailleurs. Oui. Il faut dire que votre livre nous renseigne que vous avez eu à utiliser la formule, du moins la potion de Monseigneur Cléda, également la pharmacopée traditionnelle à travers les écoles, Sikouk et autres. Moi, je propose aux auditeurs d'aller consulter votre livre, Sortie du piège de la Covid-19. J'espère quand même qu'il est encore disponible au Cameroun. Il est disponible au Cameroun, au supermarché Sonico, à l'Omnisport. Dans les librairies de Peuple Noir, Monté-Esseigné, l'ouvrage est là. On le livre également. Il suffit d'appeler, je donne rapidement le numéro, le 677 86 71 60, le 677 86 71 60. Il est également depuis quelques jours commercialisé sur la plateforme Amazon. Dans le monde, donc vous tapez tout simplement amazon.com, sortie du piège de la Covid-19. Vous entrez en possession de l'ouvrage. Je profite de l'occasion, et c'est une exclusivité, pour annoncer qu'autour du livre, il y a un certain nombre d'événements qui sont en préparation. Nous voulons baptiser ces échanges, des conférences thématiques autour du livre. Donc d'ici la fin du mois de février, je pense que le programme sera rendu public. Ce sera des plateformes pour permettre à toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont eu un contact avec la pandémie, de pouvoir échanger et discuter autour de la maladie. C'est Merlin Hudon, merci d'être passé à la radio. C'est moi qui vous remercie, mon cher Jean-Jacques. Je remercie également l'équipe technique. Je remercie vos auditeurs et vos téléspectateurs de nous avoir suivis. J'espère que au thème de l'émission, pour eux, ça valait le coup. Le point littéraire, équipe de production, contribution, Annie-Lisette Ambassa. Mise en onde, Ulrich Kemoué, Salmon et Sana. Régie vidéo, Alain Kwekam. Régie d'antenne, Carole Prudence-Tiencheux. Coordination centrale, Bertrand Rona. Supervision générale, le révérend pasteur Emmanuel Noël Bissaï. Présentation, Jean-Jacques Foucault. À jeudi.